Bonjour à tous, je suis Elisabeth Meisters, créatrice de l'ashram État de Flow, une sorte de résidence d'artiste pour retrouver un chemin de création fluide et harmonieux. Seule ou avec des invités, je vous partage ici des conversations inspirantes, des clés et des pistes de réflexion pour vivre votre art avec confiance et sérénité. Comment habitez-vous vos lieux de vie ? Qu'il s'agisse de notre maison, de notre jardin, de notre lieu de travail ou encore des lieux publics que nous fréquentons. Chacun de ces espaces sont des occasions de trouver ou de retrouver l'harmonie en soi. Du lieu ressource à la chambre à soi, de l'espace de sécurité à l'espace de vie, de l'espace d'accueil à l'espace de création. De l'espace physique à l'espace mental, ou encore la maison digitale, la maison est bien plus que 4 murs et un toit sous la tête. La maison est une scène pour tous les espaces, tous les rôles de notre vie. Avec ma nouvelle invitée, nous faisons le tour de la vision de l'habitat pour réenvisager nos espaces de vie en conscience et réexplorer notre manière de les habiter. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Gaëlle Dumora. Bonne écoute. Bonjour Gaëlle. Bonjour Elisabeth. Bienvenue pour ce nouvel épisode ensemble chez toi, dans ton havre de paix. Oui, on peut dire ça. Ton œuvre à toi, c'est d'accompagner les futurs acquéreurs à rencontrer leur futur lieu de vie en conscience. On va y revenir, on aura le temps d'en parler longuement. Tu es également la créatrice du podcast et de l'entreprise donc Maison Conquête. Ensemble, on va explorer la maison sur ses différentes facettes, pas seulement la maison et ses 4 murs. Surtout pas D'ailleurs. La maison, justement, c'est autant le lieu d'habitation que la chambre à soi, que le lieu de ressourcement, que l'espace d'accueil et de naissance d'une création. Je te propose de commencer par l'espace de sécurité. Qu'est-ce que ça évoque, la maison et l'espace de sécurité pour toi ? Alors, l'espace de sécurité, la maison devrait être un espace de sécurité partout et tout le temps, on va dire. Alors, on sait que pendant le confinement, ça ne s'est pas toujours révélé être le cas, parce qu'on a quand même entendu des histoires pas très sympas. L'espace de sécurité, c'est aussi bien pouvoir dire et faire ce que tu veux dans ton chez-toi, libre du regard des autres, du jugement des autres. Voilà, c'est une façon de s'exprimer, de créer la vie qu'on a envie de vivre. Dans un havre de paix, comme tu as pu le dire ici. Moi, je me sens libre de faire ce que je veux, comme je veux, avec qui je veux. Et c'est une certaine forme de liberté, en fait. Ça implique, il me semble, aussi d'observer l'environnement, mais aussi les personnes. Je pense ici, quand on est adolescent, souvent on est un peu révolté contre ses parents, on n'arrive pas toujours à dire, tu parles d'espaces dans lesquels on ne se sent pas forcément en sécurité. C'est souvent lié aux personnes aussi qui cohabitent dans ce lieu ? Oui, je pense que c'est lié à ça. Et tu vois, ça me fait penser à quelque chose, c'est que ici, les enfants ont chacun, donc j'ai 2 garçons, adolescents, on va dire, 13 et 10 ans. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont chacun leur espace, ils ont chacun leur chambre. Pour autant, ils sont toujours avec nous dans le salon. C'est pas qu'ils ont du mal à investir, c'est que je pense qu'au contraire, ils se sentent en sécurité avec nous, avec leur beau-père et moi, que notre relation entre nous adultes les sécurise, ça leur plaît d'être en contact avec nous. Et donc du coup, c'est vrai que dans cette maison, ils ont pris l'habitude au final de rester avec nous et de faire famille dans le salon. Donc c'est pour ça qu'on a aussi eu la chance de pouvoir créer dans le salon plusieurs espaces où nous on peut venir boire l'apéro. Là on est en train d'enregistrer par exemple quand il fait pas beau dehors, et eux ils sont dans l'autre canapé où on a entre guillemets ce qu'on appelle un jardin d'hiver, n'est-ce pas, de façon très pompeuse. Voilà, on a réussi à créer des petits espaces pour pouvoir se retrouver adultes, enfants d'un côté s'il y a besoin. Et je pense que ça participe à la sécurité en fait, de partager des moments de vie entre adultes et entre enfants. Ouais. De savoir qu'il y a des espaces communs et des espaces
de ressourcement, on en Ouais. parlait, des espaces où on peut se retrouver peut-être Se seul, replier, ouais. tout en étant ensemble. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que du coup, cette maison se prête ou je ne sais pas si c'est la maison qui se prête à notre façon de vivre ou c'est notre façon de vivre qui a fait cette maison. Je ne sais pas dans quel sens ça se fait. Mais en tous les cas, j'ai ma petite idée malgré tout, mais c'est vrai que la rencontre a été la bonne, en fait, tout simplement. Un des anagrammes, parce que tu aimes beaucoup les anagrammes, Ouais. un des anagrammes de maison d'ailleurs, tu me l'as appris récemment, c'est aimon. Ouais, aimon et amnios, le liquide amniotique. Donc je trouve ça très fort et symbolique de cette espèce de vie qu'on partage les uns et les autres. Pour moi, la maison, c'est l'origine et la fin. C'est à la fois ce lieu de ressourcement, comme on l'a dit, ce lieu de sécurité, un lieu intime, un lieu où on reçoit, un lieu de partage. C'est vraiment une scène pour tous les espaces de nos vies, en fait. Et ça veut dire aussi qu'on choisit qui on laisse entrer ou Bien pas sûr. dans notre espace de vie. Bien sûr. Bien sûr. Il y a des pays, notamment au Japon, pour aller chez les gens, ça n'arrive quasiment pas. Parce qu'on est vraiment dans, encore une fois, une sphère très, très intime. Donc, on ne va pas chez les gens. Voilà. J'imagine que leur société est prévue alors pour avoir des espaces de rencontre à l'extérieur. Oui, plus, bien sûr. Et après, ils ont des maisons aussi... alors, si on se tourne aussi vers des maisons plus anciennes, entre guillemets, etc., mais c'est des espaces qui sont très flexibles. Le salon peut se transformer en chambre à coucher. Enfin, il y a très peu de meubles, il y a très peu d'espace. Et c'est d'ailleurs, je trouve une vision de l'habitat qui est intéressante parce que... on arrive à créer plusieurs espaces dans une même pièce, et ce qu'on n'a pas chez nous. Chez nous, tout est très ancré. C'est un salon qui ne peut pas être une chambre, qui ne peut pas être une cuisine, qui ne peut pas être tout ce genre d'espace. Et je trouve ça intéressant, cette modularité, cette façon d'envisager l'espace de vie, quoi. Tiens, justement, est-ce qu'au niveau feng shui ou énergétique, il n'était pas justement conseillé d'avoir un espace dédié pour une activité ou l'autre ? Alors, oui, pour autant... le feng shui, notamment au Japon, est quand même présent, voire très présent. Pour autant, là-bas, c'est pas la fonction principale. Chaque pièce a une fonction multiple, voilà. Mais est très vide. C'est un tatami, c'est un hôtel dans un coin de la pièce. C'est Il n'y a rien qui rappelle finalement que c'était une chambre ou que c'était un salon parce qu'il n'y a pas de télévision apparente ou il n'y a pas de à cette pièce. Et moi, j'avais vu aussi un reportage que j'avais partagé en story sur ces maisons au Japon également. C'est le fait de s'adapter aux saisons. C'est-à-dire que quand il fait chaud, la chambre qui va être au rez-de-chaussée parce que plus proche de la nature peut monter à l'étage l'hiver parce que l'isolation est meilleure ou ce genre de choses. Voilà, je trouve qu'il y a une flexibilité qui est intéressante et qu'on n'a pas nécessairement dans nos espaces figés en Occident, quoi. Oui, comme tu le dis et comme tu le suggères, en tout cas, c'est que c'est prévu à la base pour être flexible. Ouais. Chez nous, comme tout est vraiment déjà dédié, il est finalement peu envisageable de rajouter une cuisine, de changer tout à fait. Tout retourner finalement, et c'est là où les énergies se mélangent et on ne sait plus trop. Oui. Alors que quand on n'en a pas. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, la maison, c'est tous ces espaces-là, et je trouve que c'est le mot scène, et je le choisis volontairement parce que c'est la scène de nos vies. On joue pas le même personnage en étant en société, en étant en famille dans le salon que seul dans sa chambre ou dans son intimité dans les salles de bain, par exemple. Ouais, clairement. Donc ça nous permet d'exprimer toutes nos facettes. Et c'est intéressant parce que l'épisode avec Julien Badouel, on a parlé du podcast, et le podcast où c'était aussi comme ce choix conscient de qui on allait inviter et à quel invité on allait ou quel hôte on allait répondre positivement, parce qu'il y avait cette idée de c'est chez soi finalement. Ouais, clairement. C'est un espace de discussion que tu crées autour aujourd'hui de la maison, autour du podcast avec Julien, autour de toutes les invités. Tu vas quelque part recevoir ou chez toi ou chez la personne des gens qui vont venir parler de leur sujet de prédilection ou de leur sujet de professionnel ou créatif, puisque c'est aussi ton domaine. C'est un moyen d'accueillir chez soi par la voix
ces différentes personnes, oui, clairement. Oui, j'aime beaucoup l'idée d'en parler ensemble ici, puisque on le disait, la maison au sens large n'est pas juste les 4 murs. C'est vraiment la maison, c'est quoi? C'est chez soi. Oui, c'est chez soi. Alors moi, dans le podcast notamment, j'avais envie d'aller explorer toutes les manières d'habiter. Alors, c'est très vaste. Des fois, ça peut sembler un peu perché, mes directions. Mais moi, j'ai envie d'aller explorer aussi notre corps, parce que c'est notre première maison. Donc, c'est pour ça que je suis allée interviewer une naturopathe. Là, il y a un épisode qui va sortir avec une kinésiologue. L'idée, c'est vraiment d'aller explorer tous les manières d'habiter. Donc c'est ça, c'est donc le corps, c'est effectivement la maison. Ça peut être aussi son environnement un peu plus large. Donc moi, je crois beaucoup au lien qu'on peut avoir, même si on en fait partie de cette nature, le lien qu'on peut avoir avec ce qui nous entoure, donc les arbres, et que ça vient automatiquement nourrir notre environnement et donc notre façon de vivre. Ici, là, chez moi, les arbres sont très présents. On est sur une ancienne pitède. Les pins sont tombés lors des tempêtes. Mais moi, je sens la présence du pin de façon très forte. Donc, aller interroger quelqu'un qui serait sur la symbolique, dans le domaine d'activité ou le domaine d'expertise serait sur la symbolique des arbres notamment. C'est un sujet aussi que j'aimerais aller explorer parce que ça fait partie de notre environnement et qu'on habite notre environnement proche. Donc, c'est ça aussi qui est important pour moi. Et aussi, tout ce qui est les lieux qu'on peut fréquenter. On ne les habite pas, mais on les fréquente. On va au café du coin, on va dans notre épicerie préférée, on va sur un bord de plage, on va, voilà. Et tous ces lieux-là, en parler avec les gens qui les ont faits, qui les ont créés ou qui les vivent de façon plus proche, je trouve ça intéressant aussi. Aller explorer toutes les nouvelles formes d'habitat nomade, par exemple. Je ne l'ai pas encore contactée, mais je suis tombée sur le profil Instagram d'une architecte nomade. Donc, elle a aménagé son camion, elle vit dans son camion, et elle va faire des chantiers à droite, à gauche, dans toute la France. Voilà, je trouve ça hyper intéressant de découvrir cette manière à la fois de travailler et de vivre. Voilà. Finalement, plus que la maison, c'est presque le terme et le verbe habiter. Ouais. Est-ce que tu as donné une définition à ce mot habiter? Être? Alors, habiter, il y a une notion d'être à un endroit. Alors, j'aime ce terme et j'aime pas ce terme. C'est être à sa place. Oui, j'allais dire être, la façon d'être au monde. Voilà. Et il y a une notion aussi de moment présent. De présence à soi, de présence à l'autre, de présence, encore une fois, à l'environnement qui nous entoure. Et cette notion de présence, parce qu'au final, on peut être dans une maison et ne pas être dans une maison. C'est-à-dire que si tu passes, encore une fois, je pense à la vie de famille, mais si tu passes 100% de ton temps sur ton téléphone, à Instagram et les enfants derrière leurs jeux vidéo préférés, est-ce qu'on est là, dans l'instant présent? En pleine conscience, pleinement là. Oui. Voilà. Est-ce qu'on habite cet espace? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser, que je me pose aussi. Et alors, mes enfants jouent aux jeux vidéo, ça toujours trop, comme tous les parents du monde, je crois. C'est aussi un lieu, finalement, à habiter, le digital. Oui, aujourd'hui. Oui, clairement. Tu vois, on a fait un épisode avec Noélie, de Studio Noélie, qui était sur c'est quoi être sa maison digitale. Tout à fait. Est-ce qu'Instagram, c'est chez soi? Voilà. Est-ce que c'est un reflet de chez soi? Voilà. C'est toute cette notion d'habiter et cette notion d'être présent un instant T à un endroit donné. Voilà. Il y a cette notion aussi de chambre à soi. Oui. J'aimerais pouvoir l'aborder avec toi. Bon, moi, je l'ai rencontré évidemment avec Virginia Woolf et toute cette idée d'avoir un espace où on peut à la fois se ressourcer, à la fois être pleinement soi et se recueillir loin de toutes les sollicitations extérieures. La chambre à soi, c'est aussi un lieu où on peut s'exprimer, créer. Comment ça résonne pour toi? Alors, moi, je vais donner mon exemple personnel que j'ai observé. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'observation des choses. Peut-être pas comme beaucoup de gens, mais en tous les cas, comme qui veut bien observer et prendre conscience des choses. Parce que c'est ça l'idée quand même derrière. Parce qu'on peut observer et non, ne rien en faire. Moi, j'ai exploré tous les habitats, toutes les maisons dans lesquelles j'ai pu vivre depuis que je suis toute petite, en fait. Et je le fais faire aussi à certaines personnes que j'accompagne. Parce que c'est très
révélateur, symptomatique de comportement, de conditionnement, de beaucoup de choses en fait. En fait, moi, ce que j'ai pu observer par rapport à la chambre à soi, et notamment par rapport à ma vie professionnelle, c'est que quand je me suis séparée du papa de mes enfants, donc j'ai vécu dans un appartement que j'ai loué avec mes enfants que j'avais en garde alternée. L'idée de Maison Conquête était là, dans un creux de moi, je pense, demander à sortir, mais j'avais besoin aussi de me retrouver, de me reconstruire après 13 ans de vie commune, voilà, un mariage un peu compliqué, et donc voilà, j'avais besoin de me retrouver. Le fait est que dans cet appartement que moi j'ai appelé l'appartement utérus, parce que ça a été vraiment un moment clé pour moi, je me suis reconstruite à titre personnel, et aussi en tant que maman, j'ai pris toute l'ampleur de mon statut, mon rôle sur cette scène de maman, et j'ai kiffé le prendre, je pense, à ce moment-là, vraiment. Et donc, ça a été plus une reconnexion personnelle. J'avais pas de bureau, donc c'était un T3, les enfants avaient leur chambre, ils dormaient ensemble, moi j'avais ma chambre, et un séjour. Cuisine traditionnelle, bref. Donc c'était un moment très reconnectant, au milieu de la nature aussi, un bel environnement dans lequel je me suis sentie extrêmement bien. La maison qui a suivi, ça a été la maison, comme je dis, pour faire famille avec mon nouveau conjoint, qui lui n'a pas d'enfant. Et donc, nous avons habité une maison où mon bureau, j'en viens, c'est peut-être un peu long mon explication, mais il y a un fil conducteur, je ne me perds pas. Il n'y avait pas de pièce dédiée à mon bureau. Le bureau que j'ai pu installer était dans l'entrée, qui était aussi le couloir de la maison. Je n'ai jamais pu travailler dans cette maison. Jamais. C'est-à-dire que je n'ai jamais pu avancer sur ce projet professionnel parce que pour moi, il n'avait pas de... Enfin, je le dis maintenant, mais à l'époque, il n'avait pas d'incarnation. La chambre à soi pour développer cet outil professionnel ou même pour m'occuper de moi ou tout ce genre de choses n'existait pas. C'était un lieu de passage, ce couloir. Clairement. Tout le monde passait. Eh oui. Donc, Maison Conquête n'est pas née dans cette maison. Par contre, quand nous sommes arrivés ici, il y avait un garage indépendant de cette maison, donc indépendant dans le sens où il ne communique pas avec la maison, la partie maison. Et c'est à partir de là que les choses ont pu démarrer pour Maison Conquête. Donc, je pense que l'espace que l'on laisse à ses projets, à soi, à sa créativité, si ça peut être aussi peut avoir un métier et être quelqu'un de très créatif, et d'avoir cet espace-là. Oui, un atelier. Voilà. Si on ne s'accorde pas quelque part cet espace, dans tous les sens de terme, en termes de temps, en termes d'espace physique, volume, mètre carré, comme on l'entend, eh ben, ça n'a pas d'espace, ça n'a pas d'existence dans nos vies. Oui. Je pense que c'est très lié. Alors après, c'est très facile à dire quand on vit en province. C'est peut-être plus compliqué quand on vit dans des grandes villes comme Paris, etc. Donc d'accorder quelque part des mètres carrés à une activité créative, à la création d'une entreprise, à tout ça. C'est peut-être l'occasion d'expérimenter ce que les Japonais font et d'avoir une pièce qui est flexible. Je pense qu'il faut que peut-être des architectes, des designers se prêtent au jeu de ces espaces flexibles, de ces espaces ouverts pour pouvoir vivre plusieurs vies quelque part dans notre chez nous et pouvoir nourrir tous ces espaces-là et de permettre à chacun d'avoir un espace à un moment donné pour pouvoir se connecter à soi et pouvoir créer comme on l'entend. Voilà. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur ce type d'aménagement-là. Ouais. Et parfois, c'est même des petites subtilités. Et encore une fois, la chambre à soi, c'est pas uniquement un espace physique, ça peut être aussi un espace mental, un espace émotionnel, un espace où on est totalement soi. Par exemple, un moment où les enfants ne sont pas là, où on est seul. Est-ce qu'on peut transformer une pièce ? Est-ce qu'on peut l'investir autrement ? Oui, mais même, j'ai envie de te dire que même quand les enfants sont là, alors c'est une question d'âge aussi, des enfants en bas âge demanderont plus de présence, de présence immédiate, tout ce genre de choses. Mais c'est aussi une question d'éducation, c'est aussi de dire aux enfants, là c'est mon espace, et dire stop, je ne suis pas disponible pendant le
l'heure qui suit, la demi-heure qui suit, même si je suis dans la pièce temps, à côté, je ne suis voilà, pas disponible. Je ne suis pas disponible. Mhm. Et petit après, ça fait partie d'un apprentissage. Ouais. C'est respecter ses limites, tout comme peut-être que nous, parents, on doit aussi respecter leurs limites à eux et ne pas être intrusif à un moment donné dans une conversation avec un copain, dans peut-être même dans un espace de jeu. Si l'espace de jeu est déterminé et que c'est le moment de jouer, si on les arrête au bout de 10 minutes et qu'on ne respecte pas la règle, par exemple, nous, de notre côté. Donc il y a une certaine forme de respect à avoir, à limiter, à délimiter, pour se créer cet espace-temps. Et pareil avec un conjoint, de la même façon. J'ai envie de dire aussi, avec aujourd'hui, justement, avec le confinement, on a été habitué à télétravailler. Il y a presque plus de limites entre le pro et le perso. Oui. On est de plus en plus dans le mode entrepreneur. Donc, de nouveau, encore moins de limites parce qu'on peut travailler avec une intuition, une inspiration au milieu de la nuit et ne pas se mettre de cadre. Donc, c'est comment on se crée des espaces malgré tout et qu'on différencie les espaces de pro, de perso ou de création, d'enfants. C'est un jeu d'équilibriste parfois. Et je pense aussi que, sans vouloir faire des généralités ou ce genre de choses, mais nous, les femmes, comme dirait la chanson aussi, voilà. Là, vous avez tous la chanson en tête. Désolée, je n'ai pas choisi peut-être le meilleur morceau. Mais on a vraiment tendance à ne pas borner, à laisser, comme si notre disponible temps, toujours. Et voilà, notre temps était toujours disponible et à ne pas laisser de limites, aussi bien d'espace que de temps. Alors beaucoup le temps, mais l'espace aussi. On attend presque d'avoir atteint la borne, justement, pour waouh, c'est trop, on laisse les enfants chez les parents et on. C'est ça. Pendant le confinement, j'ai beaucoup entendu de couples où monsieur travaillait dans la chambre pour pouvoir s'isoler et madame travaillait dans le salon en faisant l'école, les courses, à manger, etc. Mais monsieur travaillait au calme. Alors, peut-être que monsieur, dans le cas présent, a un métier qui lui demande d'être vraiment au calme. Mais qu'est-ce qui dit que madame n'a pas un métier qui elle aussi nécessite concentration et calme. Finalement, ça demande beaucoup de discussions, beaucoup de conversations et à remarquer soi-même, parce qu'en fait, ça vient souvent de là, on n'a pas la conscience. On n'a pas conscience de nos besoins. C'est ça. Et qu'on a en fait une frustration qui est là, qui s'exprime aujourd'hui par de la colère, mais peut-être un peu exagérée sur notre entourage. Mais pourquoi ? Parce que notre espace de création n'existe pas. Non. C'est ça. En temps, en espace mental et en espace physique. Oui, alors qu'un couple de clients que j'ai accompagné, le cas, c'était monsieur qui s'était instauré comme ça, c'est monsieur qui avait le bureau. Et on s'est rendu compte que, en mettant en place un planning, ça pouvait tout simplement tourner en fait. La charge des enfants et du quotidien pouvait parfaitement tourner et chacun pouvait y trouver son équilibre. Alors, ça demande à monsieur de faire un effort. On est bien d'accord. Ça lui demande peut-être aussi de comprendre que la femme, à ce moment-là, faisait l'effort et de, comme tu l'as dit, équilibrer les choses. Alors, ça peut commencer par un petit pas. C'est peut-être pas faire 50% du temps au départ, mais c'est peut-être un jour par semaine. C'est peut-être... Puis bon, aujourd'hui, on n'est plus dans... Et j'espère que ça le restera. On n'est plus dans cette période de confinement. Mais malgré tout, c'est important, je pense, de respecter nos espaces, temps et espaces habitables, on va dire, pour notre équilibre. Parce que ça nous permet d'être peut-être plus détendus, plus à l'écoute, voilà. Et puis que quelque part, les choses continuent à tourner même si on n'est pas présent en fait. Et ne pas hésiter à demander de l'aide, peut-être à de la famille ou même j'ai une personne en tête qui fait appel à ce qu'on appelle une fille au père ou en tout cas ce style-là, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui prenne en charge d'autres espaces à un moment pour qu'on puisse s'épanouir. Le mot n'est pas trop fort. Qu'on puisse s'épanouir dans un autre espace qui nous est tout aussi vital. Ici, on parle de création, peut-être, mais ça peut être tout ce qu'on voudrait. On pourrait juste avoir un espace de repos aussi. Oui, un espace de repos, un fauteuil qui est notre fauteuil, parce qu'on aime bien lire le soir et avoir ce temps-là. Je dis n'importe quoi, mais de 18h à 19h, c'est mon fauteuil parce que j'ai envie de lire de 18h à 19h ou de 20h à 21h, bref, peu importe. Mais je pense qu'il faut toujours avoir en tête
que cet espace habitable ou cet espace-temps n'est que pour les autres. Voilà. On a droit aussi à cet espace-là. Oui, en tout cas, on a ce fonctionnement de le donner aux autres et de ne pas en garder pour soi. Et on revient à s'écouter soi, à se mettre la priorité. C'est ça, clairement. Du coup, on parle de maison, on parle de création, on parle d'espace. On a parlé d'environnement, on a parlé des gens qui nous entourent. Il y a aussi les objets qui nous entourent. C'est aussi important que le reste. Ah, mais c'est... Oui, j'allais dire c'est même capital. Oui, c'est capital parce que tout est vibration. Tout objet qui est fait ou de manière industrielle ou à la main ne va pas émettre la même vibration. Mais même moi, au-delà de ça, je serais presque même à poser le mot amour, en fait. Moi, j'essaie de... Alors, il y a une question de moyens, de budget, de tout ça, hein. On est bien d'accord. Hein. Un objet qui a été façonné par un artisan, si on raisonne en termes de fonctionnalité et de coût, un verre Ikea va coûter nettement moins cher qu'un verre façonné par un souffleur de verre qui aura mis X temps à trouver la forme parfaite, la couleur parfaite, etc. etc. Donc la fonction est la même. Par contre, l'énergie liée à cet objet, quand je l'observe, quand je l'utilise au quotidien, quand je le prends dans ma main, quand mes doigts touchent la surface, ça vient me nourrir aussi autrement. Donc c'est vrai que moi, je prête un soin particulier à tout ce qui m'entoure, parce que là, encore une fois, je préfère avoir peu d'objets, mais fait par des artisans, des créateurs originaux, avec un décor qui me ressemble aussi, hein, tout simplement, hein, plutôt que d'avoir divers chez Ikea, par exemple. Tu favorises finalement le beau et l'harmonie, à l'excès, la quantité. Tout à fait. Pour moi, tout est question d'harmonie. Alors, chacun a sa propre harmonie, à chacun à son niveau, dans les couleurs, dans les matières, voilà. Mais il y a tellement d'artisans bourrés de talent, qui mettent de l'intuition, de l'amour, qui utilisent des matières premières de qualité, des brutes, un céramiste avec sa terre, je pense à un fileur de laine qui va faire des tapis, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est ma manière de consommer aujourd'hui, c'est vraiment me tourner vers ce type d'objet-là. Ou de chiner aussi, parce que pareil, la Chine, d'un point de vue écologique, on arrive, on ne crée pas de la nouvelle matière, hein, encore une fois, ou un nouvel objet. Donc pour moi, c'est aussi important pour le respect de la planète et pour éviter d'être dans la consommation à outre mesure. La seule chose que je fais, par contre, pour tout ce qui concerne les objets chinés, je les nettoie énergétiquement. Souvent, je les nettoie tout court, en les ponçant, en les relookant, en tout ça. Mais je fais aussi un nettoyage énergétique pour la vaisselle avec du gros sel, pour un meuble, je lui passe de la sauge. Même quand tu rentres dans une nouvelle maison, finalement. Ouais. Et surtout. Parce que finalement, c'est toute l'histoire de l'objet, c'est toute l'histoire de la maison qu'on embarque avec nous. Oui. Ou c'est plutôt toute l'histoire de la maison qui nous embarque avec elle. Plutôt. D'ailleurs. C'est très important, ne serait-ce que d'aérer. Moi, quand je suis arrivée ici, c'est bâton de sauge partout. C'est faire du bruit, en fait, hein, même taper dans ses mains. Comme toutes les vibrations, ça vient nettoyer, faire bouger les lignes, comme une vague vient nettoyer le sable sur la plage, quoi. Peut-être aussi dans des lieux où l'énergie est un peu stagnante et de remettre un petit peu de vie, un peu de mouvement. Oui. Tout à fait. Moi, je l'ai constaté là très très récemment, c'est qu'on a fait des travaux de terrasse autour de la maison. Et il y a des espaces, on se rend compte qu'on n'habitait pas. Parce que même à l'extérieur, on les habite. Notre jardin, on l'habite. Donc, en créant cette terrasse et des espaces différents sur la terrasse, on a des visions, des vues, plutôt que des visions, des vues différentes sur notre maison et surtout sur la nature qui l'entoure. Et on se rend compte que nos habitudes changent en fonction de l'attention et de l'attention qu'on y porte à un moment donné. Voilà. C'est un autre espace à habiter, un autre espace de vie, finalement. Et ça se crée, en fait. Et ça peut être dans un espace vide. Voilà. Ou tout comme on peut créer une autre énergie en ne
meublant pas trop sa maison, en ayant un espace de circulation nécessaire et indispensable. C'est un juste équilibre dans tout ça. Voilà. Et encore une fois, c'est qu'est-ce qui nous convient? Est-ce que c'est un espace qui est rangé? Moi, je sais que, par exemple, je n'aime pas trop le bazar, donc j'essaie que les choses soient toujours en place. Alors, ça ne veut pas dire que je ne suis absolument pas dans le minimalisme et ce genre de choses, mais moi, quelque chose qui n'est pas rangé, ça vient me créer une petite charge mentale qui est là, et je ne vois que ça. Donc, j'aime bien que les choses soient à leur place, c'est tout. Donc, du coup, la famille s'y prête aussi, parce que tout le monde se rend compte que, encore une fois, quand les choses sont à leur place, on ne les cherche pas, que ça nous libère le cerveau et que c'est quand même plus agréable de vivre dans une maison qui est à peu près rangée. Je ne dis pas, encore une fois, complètement nickel, mais à peu près rangée. On va y revenir d'ailleurs sur ce sujet de l'ordre et du désordre, notamment au niveau de la créativité. Mais pour revenir un instant à l'histoire de l'objet, à l'histoire d'une maison, c'est vraiment ce que tu nous invites à faire, ce que tu invites les auditeurs à faire, c'est à mettre de la conscience. Oui. Encore une fois, c'est toujours ça, c'est remettre de la conscience sur nos acquisitions, sur la manière dont on habite, la manière dont on s'accompagne au quotidien. On s'accompagne au quotidien, comme pour les honorer, les objets, la maison, mais pour s'honorer soi-même. Et puis honorer aussi les personnes qui les ont faites. Enfin, fait, en l'occurrence, ces objets. Moi, je sais que j'ai un petit rituel tous les matins. Alors moi, je suis amatrice de café, donc tous les matins, je choisis, j'ai que des tasses de céramiste, et je sais que l'énergie de ma tasse avec les pois bleus que j'ai là n'a pas la même énergie que ma tasse verte, que ma tasse... bref, elles ont toute une énergie différente, une histoire aussi, parce que quand je pars en voyage et j'aime bien me ramener une petite tasse en souvenir de ce lieu, parce que ça vient l'ancrer, ça vient... Voilà, et donc du coup, je me dis, tiens, ce matin, je pars à Los Angeles, à Marseille, à Berlin, ça parce que et ça me ramène à ce voyage-là, en fait. Et donc tous les matins, mon café, c'est mon voyage. Parce que tu as aussi décidé de ne pas boire machinalement ton café, mais de vraiment de le faire en conscience et de voyager, d'en profiter. Comme je suis amatrice de café, je vais là, on va revenir plutôt sur les lieux dits commerciaux, j'aime pas ça, mais ouverts au public. J'aime bien amener un paquet de café des villes que je visite, parce que là aussi, ça poursuit le voyage, en fait. Voilà. Et donc, le couplet céramique et café torréfié par un torréfacteur à Marseille, à Paris, ou je parle de Marseille parce que j'en reviens, mais voilà, ça n'a pas du tout la même saveur, déjà, et même la même saveur créative, là aussi, parce que ça nourrit l'imagination, et c'est un cercle vertueux pour moi. Voilà. On va rester justement sur le lieu d'imagination, le lieu de création, de créativité que permet qu'est la maison. On parlait d'ordre et de désordre. J'avais dit qu'on allait y revenir. On a eu l'occasion d'échanger en off il y a quelque temps sur cette idée-là. Le désordre qui pourrait peut-être justement stagner l'énergie créative, et le fait de remettre chaque chose à sa place, de relibérer de la pensée créatrice. C'est important aussi de remettre de la conscience là-dessus. Oui, alors ça c'est important, effectivement. Pour autant, il y a des gens pour qui la créativité naît dans le désordre. Donc j'ai envie de dire, ça c'est être connecté à soi ou pas. Et peut-être que le guide va être plus le fait de créer ou de ne pas créer. C'est-à-dire que quand on est dans la création, j'ai envie de dire, désordre ou pas désordre, whatever. Mais quand on est à l'arrêt, quand on n'a plus cette créativité, cet élan qui est présent, c'est peut-être là qu'il faut observer son environnement de création, son environnement de travail. C'est en désordre, peut-être qu'il est temps de ranger. C'est en ordre, peut-être qu'il faut mettre un peu de désordre. Et toutes les autres questions et tout ce qu'on a déjà abordé, d'aller observer, tiens, est-ce que je me suis accordé un espace de création, de créativité physique, mentale, énergétique, émotionnelle, etc. Est-ce que j'ai dessiné cet espace? Est-ce que je me le suis accordé? Ça aussi, voilà, tout ce qu'on a dit avant. Est-ce que mon espace est inspirant, me permet de créer dans les bonnes conditions? Et après, l'espace de création ou de créativité peut être aussi à l'extérieur de son chez-soi. Ça peut être
Pour quelqu'un, par exemple, qui écrit, alors ça dépend de son médium, hein, mais pour quelqu'un qui écrit, ça allait écrire dans un café qui va être inspirant, en bord de mer, face à la Tour Eiffel, dans un parc, voilà, dans quelque chose qui reconnecte à cette créativité. Voilà, on peut aussi créer d'autres espaces de créativité et de création si notre espace ne nous le permet pas ou plus. Pour une raison X ou Y. Finalement, c'est toujours à chaque instant, c'est pas une fois pour toutes, c'est à chaque instant, à chaque création. Peut-être aujourd'hui, on va cuisiner, donc forcément, on va aller de la cuisine a priori. Peut-être on va aller dans le jardin, au niveau du barbecue, de la cuisine d'été, parce que justement, on aura créé cet espace extérieur qui est plus facile de se mettre en cuisine l'été parce qu'elle est à l'extérieur. Donc, ça a été aussi une opportunité d'avoir lancé une nouvelle pièce de vie, mais à l'extérieur. C'est ça. C'est se fermer aucune porte, en fait. Je pense que c'est cette liberté qu'on décide de créer partout et n'importe où, au final. Tout en mettant de la conscience qu'il y a peut-être des moments où ça ne fonctionne pas. Tiens, pourquoi ? Pourquoi ? Et marrant parce que ce matin, j'avais une cliente au téléphone et justement, c'est la conversation qu'on a eue. Elle me disait, chez moi, à un moment, j'ai le sentiment de ne pas avancer. Mais comme je travaille de chez moi, je suis entrepreneur, je travaille de chez moi, je procrastine par moment. Et peut-être que moi, ce que je l'invitais à faire, c'est de sortir de chez elle, tout simplement. Parce que quand on a la chance de pouvoir travailler de chez soi, d'avoir un métier entrepreneurial où on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, sauf à soi-même, hein, et encore, eh bien, se libérer de l'espace pour aller peut-être se faire une expo. On a dans notre inconscient, on s'est construit l'idée que faire une expo, c'est pas travailler. Eh bien si, ça vient juste nourrir... On va me dire ça. Tu vois, ça vient juste nourrir c'est tout l'inverse. Ton travail, ta créativité, ton inspiration. Ça vient décoincer. Voilà, et voir autre chose. Sortir de son chez-soi où on s'enferme, où on rentre dans un cercle vicieux, où on va nourrir un cercle vicieux négatif qui est oui mais ça avance pas, oui mais machin, nanana. Hop, on sort de chez soi, on va voir ailleurs ce qui se passe. Et puis tout le monde n'est pas capable de travailler de chez soi parce que n'a pas forcément le bon espace. Soit parce qu'il y a d'autres personnes autour et ça l'empêche de se concentrer, soit parce qu'il n'y a pas d'espace dédié. Et c'est OK, la maison ne s'y prête peut-être pas. Par exemple, je sais, on peut parler de ton cas où tu as créé un espace dédié à l'extérieur de la maison tout en étant chez toi. Ça a été une astuce. Oui, bien sûr. C'est important d'explorer. Et c'est ce vers quoi aussi je veux tendre avec le podcast, c'est d'aller explorer toutes les formes de créativité aussi, des façons de travailler différentes. Mais parce que aujourd'hui, il en existe beaucoup plus qu'hier, et demain, n'en parlons plus. Parce que ça va être... on ouvre de plus en plus tous les espaces, les possibilités... comme je te disais, moi j'ai le sentiment que tout est possible aujourd'hui. Finalement, j'ai envie de dire, on a tellement de possibles que certaines personnes ne savent plus. Trop de possible, tue le possible, on dit souvent ça. Et c'est aussi de se donner l'autorisation de choisir et d'aller dans... D'essayer avant de choisir, et d'aller dessiner un cadre qui reste flexible en laissant les portes ouvertes, mais voilà, d'essayer quelque chose et de voir si ça fonctionne. Tiens, non, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que je peux essayer d'autre ? Qu'est-ce qui me correspond pas ? Et s'autoriser à ça, je pense que quand on est entrepreneur, indépendant, travaillant chez soi, même salarié, c'est s'autoriser à vivre des expériences différentes, à tester les choses, sans idée préconçue. Même des fois, on peut faire des trucs en y allant un peu à reculons, en se disant « ouais, non, c'est pas pour moi ». Et puis au final, faire une jolie rencontre, une nouvelle façon de voir les choses. Et c'est comme ça qu'on avance, je pense. En fait. Et surtout se dire qu'il n'y a pas d'injonction et pas d'obligation à trouver son espace dans sa maison, son espace de création dans sa maison. Et on n'a pas non plus l'obligation de le trouver à l'extérieur. C'est-à-dire que chacun va le trouver là où il a besoin, là où il est bien, là où il est sans en harmonie. Moi, je sais que j'adore travailler chez moi parce que j'ai aussi mon espace et que je mets un point d'honneur à créer et à avoir cet espace. Mais j'ai un conjoint qui, lui, a besoin plutôt d'être à l'extérieur et préférera aller dans un café ou un espace de coworking. Alors que moi, a priori, de prime abord, c'est pas du tout mon cas. Ouais. Mais il faut être à l'écoute de soi et de ses besoins, de ses envies, tout en croisant ses contraintes. Ces contraintes de silence, pas silence, de médium qu'on utilise. Voilà. Mais en tous les cas, il n'y a pas qu'un seul chemin. Voilà.
Un atelier d'artiste n'a pas qu'une fonction d'atelier d'artiste. Quelqu'un qui écrit, c'est pas nécessairement que derrière son bureau. Quelqu'un qui... Enfin, voilà, il y a plein d'exemples. Je pense qu'il faut faire exploser, là aussi, tout comme on fait exploser les cadres des fonctions de nos pièces, là aussi, trouver des parades, d'autres façons de se connecter à cette créativité, quoi. S'autoriser à réinventer la formule. C'est ça. Pour l'adapter à soi. C'est ça. Nous sommes des êtres uniques, donc comme pour tout, on n'a forcément pas le même environnement. On en revient à l'idée que tout est vibratoire, tout est vibration. Donc notre espace vibratoire, notre espace physique va répondre à ce qu'on est en ce moment-là, à l'intérieur. C'est ça. De toute manière, nos maisons, on les rencontre quand on cherche une maison. On rencontre, j'ai envie de dire à 100% des cas, mais pas loin, une maison qui est dans le même état d'être que nous. Elle vient faire effet miroir. Et donc, elle est souvent dans le même état que nous. Voilà. Ou elle nous demande à la faire évoluer, à la faire... voilà. Et donc, ça vient faire résonance, là aussi, à un moment donné, dans nos vies. Une maison vient nous guider vers une direction, vers un chemin qu'il faut écouter, quoi, en fait, tout simplement. Qu'il faut entendre et écouter. Presque forcer le chemin, presque elle vient nous pousser à emprunter un chemin qu'on n'avait pas fait. Parfois c'est violent, quand tu as des problèmes sur une maison qui s'accumulent, des travaux qui devaient durer 2 mois et qui en durent 2 ans, des choses comme ça, des fois c'est violent parce que contraignant, parce qu'agaçant, parce que plein de choses. Enfin, des fois la vie nous ramène à des choses qui sont pas cool, hein. Mais ça vient dire des choses. Voilà. Donc là aussi, il faut être à l'écoute de tout ça, parce que la maison et notre habitat nous parlent. Et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, tu accompagnes les futurs acquéreurs à rencontrer leur futur lieu de vie. Et c'est ça, c'est mettre de la conscience sur où on en est, de quoi on a besoin, quelle est la suite pour nous, et quelle maison va nous offrir venir en miroir. Donc moi, je ne suis pas agent immobilier, hein. Je ne suis pas agent immobilier, je ne suis pas chasseur d'appartements. Moi, mon métier, il y a une cliente la semaine dernière qui m'a dit en fait, vous ne faites pas de l'immobilier, vous faites de l'humain. Et ça résume bien les choses, parce que moi, mon travail, c'est de faire une première phase d'accompagnement. Moi, j'écoute beaucoup les gens. Alors, je pose beaucoup de questions aussi, hein, parce que je suis bavarde et curieuse peut-être, mais en tous les cas, ce n'est pas de la curiosité mal placée, c'est pour vraiment apprendre à les connaître et connaître leur énergie. Mais l'idée, c'est pas de vendre un bien immobilier. Moi, j'ai rien à vendre, hein, de toute manière. C'est de me dire, si je connais très bien mes clients, dans leur joie, dans leur peine, dans ce qu'ils ont vécu, par où ils sont passés, de là où ils en sont, professionnellement, personnellement parlant, enfin sur tous les sujets. Leur projet de vie. Leur intimité. Vraiment, on parle d'intime. Hein, on me confie des choses qui sont de l'ordre de l'intimité. Hein. Mais il n'y a rien de mieux que la maison pour parler d'intimité. C'est ça. Donc l'idée, c'est quand même d'aller très profondément dans cette découverte-là du client que j'accompagne, de manière à presque devenir ce client. C'est-à-dire que je vais être tellement baignée par son énergie, par ce qu'il aime, par ce qu'il n'aime pas, par les lieux qui le portent, par les lieux qui ne le portent pas, par sa manière. Moi, je vais chez les clients pour découvrir qui ils sont, comment c'est fait chez eux, comment ils le vivent, les points positifs de leur maison actuelle, les points négatifs, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Bref, tout ce genre de choses, l'environnement. Je ne peux pas dire que je deviens eux, mais je ressens très profondément leur énergie. Et du coup, quand je pars en recherche de lieux qui leur correspond, très souvent, il y a une distance entre leur lieu d'habitation et c'est un Parisien qui va vouloir s'installer dans le sud de la France. Là, c'est des Suédois que j'accompagne pour chercher une maison dans le coin de Bordeaux, etc. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui ont un projet de partir ailleurs. Des fois, ils ne savent même pas où, hein, d'ailleurs. Ils sentent qu'ils doivent partir, mais ils ne savent pas où. Donc, tout ce travail en amont qui peut durer 1 mois, 2 mois, ça va être très flexible en fonction des clients. Et un jour, on dit, on est prêt pour aller chercher cette maison. Et en général, il y a 1-2 visites. Que toi, tu fais à leur place. Que moi, je fais à leur place. Et je les appelle et je leur dis, c'est bon, on y est. Et quand je dis c'est bon, on y est, en général, 100% des cas, on y est.
Finalement, c'est eux qui font la contre-visite et qui valident C'est ça. ton choix. C'est ça. Et j'accompagne aussi bien des gens qui achètent que des gens qui louent des appartements. On va dire que 95% des personnes que j'ai accompagnées et que j'accompagne, ce sont des entrepreneurs avec des habitats mixtes où ils travaillent et où ils vivent leur vie perso à côté. Le profil entrepreneur vient sûrement d'un mode de pensée déjà un peu plus ouvert, en tout cas à sortir des cadres habituels. Oui, mais oui, parce que moi, je ne pose quasiment pas de questions sur la typologie du bien. Je me moque qu'il y ait 2 chambres, 3 chambres, 12 chambres, que ce soit un château. C'est pas ça mon métier. Mon métier, c'est de comprendre ce qui va venir nourrir une personne en instant T, en termes de créativité, et qui va le propulser sur demain. C'est-à-dire que parler avec quelqu'un aujourd'hui de ses envies, de qui il est, de où il veut aller, s'il le sait, parce que des fois, on ne sait pas nécessairement, on a une tendance, mais... Donc, c'est faire un bilan, quelque part, de cette vie et de la projeter dans le futur et de se dire, très bien, dans cette vie future, mon besoin, il va être d'avoir un espace qui va être peut-être plus grand que ce que j'avais prévu, parce que moi, j'anticipe le fait que cette personne me dit... moi, j'ai envie vraiment d'avoir, par exemple, un atelier. Et ok, ça va faire partie du cahier des charges. Cet atelier aujourd'hui n'existe pas, demain j'en ai envie d'un. Et voilà. Donc ça, c'est plus important qu'un nombre de chambres ou qu'un nombre de... Voilà, c'est ouvrir le champ des possibles grâce à ce lieu. Presque une immersion que toi, tu fais dans leur espace quantique, espace vibratoire. Clairement. Pour pouvoir... C'est clairement ça. Moi, ça me demande beaucoup d'énergie. Parce que quand je te dis je deviens presque eux, c'est que je deviens presque eux, en fait. Je m'intéresse à ce qu'ils font, je vais lire les livres qu'ils lisent. Quand c'est un livre qui a compté pour eux, je vais écouter la musique qu'ils écoutent, puisque je demande à ce qu'ils me nourrissent de tout ce genre de choses. Encore une fois, c'est de la vibration. Oui. C'est de la vibration, c'est de l'information, et tout ça va venir nourrir la recherche après. Parce que si j'ai été touchée par quelque chose qu'ils ont lu, une ambiance, une maison peut-être de famille, plein de choses comme ça, eh bien c'est ce qui va ressortir dans le lieu qui arrive, pour eux demain. Toi, tu viens d'un parcours très différent, tu viens de la banque. Tu te souviens de ton premier crush, si on peut appeler ça comme ça, pour soit un objet ou pour une maison? Enfin, comment est-ce que ta compréhension pour l'âme des objets, l'âme des maisons est arrivée à toi? Alors moi, j'ai acheté mon premier appartement à 21 ans. Il était dans le neuf. C'était le dernier qui est resté. Tous les lieux dans lesquels j'ai habité, j'ai toujours fait une visite, 2 visites max. Ça a toujours été fulgurant, en fait. Donc moi, j'ai un parcours même dans la banque et dans l'immobilier, j'ai envie de dire, puisque donc, j'ai commencé jeune à titre perso. Suite à ce premier appartement que j'ai acheté, 2 ans après, donc j'avais 23 ans, j'ai acheté une ruine toute seule, j'étais célibataire à l'époque, et j'ai géré la réfection de cette ruine par un entrepreneur. Ça ne vient pas de mes parents parce qu'ils n'ont pas été... ils sont pas comme ça, mais voilà, ça m'a pas jamais fait peur en fait. Donc j'ai fait 3 grosses rénovations, mais quand je te dis grosse, c'est garder les 4 murs. Oui, c'est ça. Et j'ai très rapidement mis la main à la pâte aussi en termes de travaux, faire de l'enduit, des doublages de murs, poser du carrelage. Enfin voilà, j'aime ça. Et maintenant j'ai amené mon nouveau compagnon dans l'aventure parce que lui bricolait pas du tout il y a 4 ans et que là il vient faire une terrasse de 100 mètres carrés. Donc c'est une question de là aussi se laisser l'espace, d'oser et de se laisser l'espace à un instant T, de se dire je suis capable de le faire et d'être fier de soi parce qu'on l'a fait quoi. Donc l'habitat m'a toujours habité, j'ai envie de dire. J'ai toujours eu cette appétence-là. Après, moi, j'ai travaillé longtemps en milieu bancaire, puis dans des filiales de banques immobilières. Oui. Donc partie immobilière. C'était déjà bien. Donc, ça venait me titiller quelque part, je pense. Voilà. Mais à cette époque-là, j'étais absolument pas connectée à tout ce qui était intuitif, le monde invisible, l'énergie, tout ça, on n'en parlait pas ou peu. Donc, je n'avais pas conscience, en tous les cas, de ce pouvoir, talent, je sais pas. Bref, de ça. Tes canaux n'étaient pas ouverts de la même manière. Pas du tout. Par contre, je regrette absolument pas d'être passée par là, parce qu'aujourd'hui, ça me permet de faire la bascule, ou l'équilibre plutôt, entre ce monde
invisible, on va dire, énergétique, intuitif, qui s'explique pas, qui se vit, en fait, qui se ressent, qui se vibre, et un monde hyper pragmatique. De la matière, du bancaire, du financement, de tout ce genre de choses. Des travaux, de me dire, je rentre dans une maison, je sais à peu près quelle est l'enveloppe de travaux à réaliser, ce qu'il y a à faire, est-ce que c'est faisable, pas faisable, tout ce genre de choses très pragmatiques. Et ben ça aide aussi mes clients, parce que c'est ce que je leur transmets aussi. Et puis moi, ça fait aussi l'équilibre avec ce côté, on dit toujours, moi, ce terme-là, côté perché. Je sais que je me perche jusqu'à un certain niveau, on va dire. T'as les pieds sur terre. Ouais. J'ai au moins un pied sur terre en tous les cas, et l'autre peut-être un peu moins. Mais en tous les cas, ce pied est toujours là. Tous mes investissements, tout ce que j'ai pu acheter en termes d'immobilier, si on est vraiment sur de l'immobilier, j'ai toujours fait des plus-values conséquentes. Parce que c'est un point qui est important, et comme je le dis et je le répète à chacun de mes clients, je suis là pour les accompagner et je fais les choses comme si c'était pour moi. On n'est pas là juste pour rêver et s'envoyer sur une île paradisiaque. Non. Leur vendre du rêve, leur vendre des choses qui ne sont pas réalisables. Au-delà de leurs moyens. Acheter quelque chose qui soit hors prix du marché, trop cher, trop de travaux, trop compliqué, des gens qui n'aimeraient pas du tout les travaux et les embarquer sur un projet où il y en aurait peut-être pas de façon conséquente, mais de façon importante, ça leur correspond pas, quoi, tout simplement. Donc c'est être honnête avec eux, tout simplement, et avec moi, parce que j'ai pas envie de faire des déçus. Et du coup, comment est-ce que tu arrives à prendre conscience de tes ressentis et que c'est eux qui vont être ton point fort à ce moment-là, dans Maison Conquête ? Alors, je ne sais pas si j'ai une explication tangible à ça. C'est en moi, c'est comme s'il y avait un film qui se projetait, en fait, quand je suis en conversation avec quelqu'un, et que j'avais les sous-titres. Et que ces sous-titres, alors, elles ne seraient pas écrits en français, en lettres, etc., mais en ressenti, en émotion, et que quand quelqu'un me dit que c'est telle émotion qu'il ressent et que c'est pas ce que je ressens, moi je le dis tout simplement. Je pense que je perçois les choses au-delà des mots et même de la conscience des gens, en fait. Donc je les amène à prendre conscience que ce qui est juste à un instant T, au moment où on parle, c'est peut-être pas ce à quoi ils ont pensé. Et c'est peut-être pas l'interprétation qu'ils en font. C'est quelque chose dont tu as toujours eu conscience, même enfant. Peut-être si tu te remets un petit peu dans cet état d'esprit, est-ce que tu peux te dire, oui, enfant, j'avais déjà cette capacité à me connecter et à ressentir, ou voilà, c'est arrivé un jour et tu t'es dit, tiens... Non, je crois que c'est un cheminement. Je n'ai pas de souvenir enfant, pour être complètement honnête. Je pense que j'étais pas du tout connectée à moi quand j'étais enfant, pas du tout. Enfin, connectée à cette part intuitive, en tous les cas. Moi, je dis toujours, j'ai un détecteur à incohérence. Donc, quand il y a à dissonance, plus exactement. Parce que le côté incohérence, c'est un côté jugeant et que j'aime pas, en fait. À côté dissonance, c'est-à-dire que je vais avoir les poils qui se hérissent, il y a une question que je posais, il y a quelque chose qu'on va creuser. Et par le biais de la conversation, on va comprendre que c'est pas l'intention de base, ou c'est pas le bon ressenti, ou c'est pas la bonne émotion, ou c'est pas ce qu'on a voulu dire, ou que voilà. Et c'est en travaillant là-dessus. Alors on pourrait se dire que c'est très éloigné du lieu de vie, mais par exemple, on va pouvoir parler de couple, de relations de couple. On vit bien des relations de couple dans nos foyers. Ça va être une question d'éducation. Par exemple, de relations avec des enfants, de place que prend un enfant, de non-respect de la chambre à soi, voilà. Tout ce genre de choses, on va aller le visiter, essayer de le comprendre, le déconstruire. Pourquoi on a voilà. Est-ce que c'est la maison qu'on habite aujourd'hui, l'appartement qu'on habite aujourd'hui qui ne nous le permet pas véritablement, ou est-ce qu'on ne s'autorise pas ? Voilà, c'est tous ces types de questions-là aussi qu'on va interroger, mais parce que pour moi, ça fait partie du lieu de vie, ça fait partie de ce qu'on a à vivre dans notre lieu. Voilà. Et que mon rôle, il est de faire en sorte qu'on emporte les bons cartons et les bonnes valises voilà, dans son nouveau lieu et qu'on laisse ce qu'il y a à laisser là où il faut le laisser, quoi. Oui, je te posais aussi la question parce que finalement, on voit bien le fil conducteur de l'immobilier, la maison qui a toujours été là d'une certaine manière et puis comme s'il y avait une perception différente à un moment donné. Et si je fais le rapprochement avec mon propre parcours où j'ai travaillé dans le milieu artistique depuis déjà très longtemps et au départ plutôt dans l'industrie musicale, donc quelque chose, comme le dit le mot, très industrialisé. Et même si on parlait de musique
il y avait peut-être une absence de subtilité, de sensibilité, de proche de soi, etc. Plus pour les chiffres que pour l'âme. Et j'en suis sortie, et puis j'ai fait l'exploration de soi, l'exploration de moi, en retour au corps, au ressenti, etc. Et ensuite, j'ai pu retourner dans le milieu artistique, finalement assez récemment, il y a moins d'1 an, où je suis retournée, mais avec grande joie, puisque là, j'avais développé mon intelligence émotionnelle, ma capacité à m'écouter, à me poser des limites, à savoir vers où je voulais aller, et du coup à accompagner toujours les artistes, mais non plus du niveau industriel et industrie musicale et autres, mais plutôt comment on fait pour être soi dans l'expression artistique. Mais je pense que tu t'es revenu à ton centre, en fait. Oui. Tu es ou revenu, ou c'est la première fois que tu le connectes, en fait. D'où ma question pour toi, est-ce que ça avait été quelque chose de similaire ou oui, pas forcément ? Ça se rapproche à ça, parce que moi, mon intuition, comme on en a parlé, ce côté très intuitif, vraiment, c'est ouvert le jour on a parlé de l'accouchement de mon 2e enfant. En off, oui. En off. J'ai vécu une expérience, je ne vais pas la raconter là parce que c'est pas l'objet, mais j'ai vécu une expérience qui m'a ouvert le chemin de la puissance que l'on peut avoir à l'intérieur de soi. Voilà, ça paraît fou, mais c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc j'ai été connectée à quelque chose qui était plus grand que moi à cet instant T. On le dit très souvent, que l'accouchement, moi je ne l'ai pas encore vécu, mais que l'accouchement ouvre. C'était mon 2e. Le premier, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais là, ça a été très bouleversant. J'ai mis beaucoup de temps à redescendre. Et suite à ça, je me suis dit, tout est possible. Et tellement tout était possible que c'est suite à ça que j'ai négocié ma rupture conventionnelle, que j'ai créé ma première boîte qui était un concept store pour enfants. Voilà, c'est à partir de là que tout s'est déclenché. Donc, même un déclencheur. Oui, ça a été un vrai déclencheur. Oui. C'est intéressant qu'on termine là-dessus parce que pour faire un rapprochement, on a quand même beaucoup de personnes dans notre entourage. Enfin, moi, j'en connais des clients qui me disent oui, à partir du moment où j'ai accouché de mon premier enfant ou mon 2e enfant, il y a non seulement les sensibilités ressenties physiques, intuitif, mais aussi au niveau de la création, puisque procréation et création, c'est très proche. Tu parlais tout à l'heure de l'habitat, la maison, notre corps, donc tout ça a un vrai lien, et je voudrais juste terminer en rappelant quand même que la lettre hébraïque B, qui est la première lettre de la Genèse, qui est Beth en fait, et qui veut dire la maison, c'est le féminin, la maison, c'est le rien en fait, c'est le rien qui accueille la vie, qui accueille la création. C'est la réception, c'est l'accueil de la création, que ce soit la création, procréation, la création artistique, la création d'un projet de vie, peu importe. Oui. C'est l'antre. Voilà, on en revient finalement à tout tourne autour de ça, c'est la même chose. Ah mais clairement, c'est encore une fois la scène de tout. Cette maison, on dit toujours maison, mais c'est maison, appartement, ce lieu de vie. C'est la scène où tout se passe au final. On va terminer cet échange ensemble par une question traditionnelle. L'état de flow, pour toi, ce serait quoi ? Et surtout, lié avec l'habitat peut-être, avec la maison. Comme quel lien tu pourrais y mettre ? Alors, l'état de flow, pour moi, il y a une notion de juste. Alors, pas dans le sens de la justice, mais dans le sens de la justesse. C'est être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Alors que la bonne personne, ça peut être toi ou moi, individuellement, on peut être seul. Oui, la solitude. Dans tous les cas. Mais on peut être à plusieurs aussi, avec là où les bonnes personnes. Au bon moment, c'est une notion d'être à la juste place à un instant T. Oui, c'est vivre le bon moment au bon moment. Le bon moment au bon moment. Voilà. Il y a vraiment cette notion de justesse. Et le flow, pour moi, peut être aussi bien positif que négatif. Ça voit ça aussi. C'est-à-dire que des fois, on vit des expériences négatives, qui nous paraissent négatives dans un premier temps, mais qui sont riches d'enseignements. Et que malgré tout, ça fait partie de notre flow, notre fluidité, notre... le flot de la rivière qui a besoin d'avoir des cailloux aussi parfois. Voilà, donc ça ouvre à ça aussi. C'est de se dire
que tout passe. À un moment donné, tout passe, quoi qu'il en soit. Donc, de regarder les choses en conscience, les observer. Quand ça marche pas, quand ça se répète, c'est souvent quand ça se répète, quand les barrières se mettent successivement, etc. C'est changer son prisme, essayer de changer d'angle d'attaque. Et si ça marche toujours pas, c'est que c'est juste en fait. C'est juste que c'est peut-être pas le bon moment, c'est juste peut-être pas la bonne personne, c'est juste peut-être pas la bonne maison. C'est ce que j'allais dire. Peut-être pas la bonne maison. Oui. Merci Gaëlle. Merci à toi Elisabeth d'être venue jusque dans le Médoc. Avec plaisir. Et on peut aussi te retrouver dans ta maison digitale. Oui, www.maisonconquête.fr, sur Instagram aussi, Maison Conquête. Et puis sur toutes les plateformes de podcast, Maison Conquête. Et voilà. Pour faire original. Merci Gaëlle et à très bientôt. À très bientôt Elisabeth, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux ou à ceux qui ont besoin de l'écouter. Si vous êtes artiste ou créateur de projet et souhaitez allier art et conscience et retrouver la fluidité, la légèreté et le flow dans les différentes phases de votre processus créatif, rendez-vous sur www.étatdeflow.com pour œuvrer ensemble à votre réharmonie créative. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.